Faire une pâtée au thon ou au poulet? Ah bah oui, c'est vrai. Tu n'es pas libre. Tu peux pas choisir. Bonjour. On a pris l'habitude d'associer la notion de liberté à la notion de choix, considérant que là où le choix est inexistant ou imposé, il n'est aucune liberté. On en a discuté avec ta mère. En fait, tu vas épouser Robert. Ben, il est bien, Robert. Non, non, tu peux pas me forcer, je suis libre. Le choix est d'ailleurs une telle marque de liberté dans l'esprit contemporain que le consommateur se sent contraint quand les options possibles sont limitées. Alors, je te propose des chips nature ou des chips au sel? Mais il est à quoi là le troisième paquet? Goût chips. Or, se focaliser sur les possibilités ou leur nombre, c'est omettre la question de savoir comment et pourquoi je choisis. Est-ce que le simple fait d'avoir le choix et de choisir garantit qu'à la fin, c'est bien ma libre décision qui s'est exprimée? L'animal aussi fait des choix et prend des décisions. Mais son choix est-il libre? Pas selon Rousseau qui écrit « Je ne vois dans tout animal qu'une machine ingénieuse ». S'activant de lui-même contrairement aux êtres inertes, bon j'avoue, franchement toi, c'est un peu limite. L'animal est programmé par la nature pour sa survie, sachant exactement ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, doté pour cela des outils naturels nécessaires pour y parvenir. Oh, j'ai des griffes mortelles. Attention, je vais vous bouffer, moi. Déterminé par la nature à chercher sa survie et son bien-être, il est doté d'un instinct qui lui donne de façon innée et immédiate toutes les procédures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Bah oui, moi j'ai pas encore vu l'école des ours ou la fac des lions. Je vais aller au Casto des Lions pour m'acheter des griffes et des crocs. Et d'ailleurs, en fait, je suis en 2e année de chasse à la gazelle. Ainsi, l'animal est un protégé de la nature. Il est rapidement efficace et prompt à réaliser les attentes naturelles. Il entend la nature qui lui intime une envie, il se contente de suivre comme un somnambule le programme fait pour atteindre la satisfaction, sans avoir à réfléchir ou à choisir. La nature seule fait tout dans les opérations de la bête. L'effet délétère d'une telle perfection est l'inaptitude de l'animal à s'adapter. Organisé à la perfection pour un milieu donné, il sera incapable d'agir dans un autre environnement, se laissant simplement périr en attendant un ordre de la nature. L'animal arbitre donc des choix, il présente extérieurement des décisions, mais ce ne sont pas les siennes. Ces choix ne sont pas libres, mais esclaves, car déterminés par une puissance extérieure, étrangère. On parle alors d'arbitre esclave. L'être humain, lui, présente une nature bien différente, inachevée, ratée par nature, alors on ne donnera pas de nom. Il se présente comme sans instinct, c'est-à-dire sans le programme nécessaire pour réaliser les objectifs imposés par la nature, survivre et rechercher son bien. Sans compter que niveau outils naturels, j'ai des méchants de griffes. L'homme est né imbécile, c'est-à-dire sans béquille. Boiteux, il lui manque quelque chose pour parvenir à survivre. Il entend les envies imposées par la nature, la faim, la soif, mais il ne sait pas comment il doit les réaliser. Il va devoir trouver, inventer ses moyens, au début, par imitation. Ouh, tu sais que toi tu ferais de très très beaux chaussons, bien doux. Deux conséquences positives sont à noter. Premièrement, l'homme est aisément adaptable. Le mythe de Tarzan en fait le roi de la jungle. Et le mythe de l'Arche de Noé en fait même le sauveur de la nature. Deuxièmement, l'homme est un agent libre. Il entend la voix de la nature, mais c'est à lui de décider ou non d'y obéir. La nature commande à tout animal et la bête obéit. L'homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre d'acquiescer ou de résister. C'est surtout dans la conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son âme. La liberté est une réalité non mécanique. Le choix de l'animal fonctionne comme une balance, c'est-à-dire soumis aux lois de la physique. Il choisira toujours ce qui est meilleur, plus proche, plus facile. Tu vois la gazelle là-bas?
Celle qui est âgée et malade et boiteuse. Ah, je suis trop courageux, je suis trop un ouf, je crois que c'est elle que je vais attaquer. La balance des choix de l'être humain, elle, est non mécanique. Il entend que c'est plus plaisant, meilleur, mais il peut toujours dire non. C'est vrai, t'as cuisiné mon plat préféré? Oh, mais c'est trop mignon, en plus j'ai trop faim. Je le mangerai pas, parce que je te fais la gueule. Tel est le principe du libre arbitre, la capacité de choisir de façon totalement indépendante des diverses pressions que l'on ressent et de ce qui précède, ce que l'on nomme la spontanéité. En dernière analyse, l'homme est toujours en mesure de refuser par la responsable. Ce n'est jamais plus fort que soi. Tu mens, tu trompes, tu l'as choisi. Mais est-ce aussi simple? La théorie du libre arbitre laisse entendre que face à n'importe quel choix, l'agent reprend systématiquement tout à zéro puisqu'il est indépendant de tout ce qui précède. Or, dans ce cas, tout choix serait d'une certaine manière arbitraire et toujours surprenant. En réalité, nos décisions sont réglées et régulières. Allô, oui, c'est pour commander une pizza. Ouais, la même que d'habitude. Bah évidemment, j'aime pas les autres. Un choix est fait en fonction des représentations, des goûts déterminés par l'éducation, l'expérience passée, sa physiologie, sa société, bref, par ce que l'on est devenu. Ce que je pense et apprécie n'est pas arbitrairement déterminé à chaque instant, mais en relation étroite avec tout ce qui précède, et notamment mon milieu. Alors attention, c'est pas l'exemple le plus fun. C'est ainsi que, selon Durkheim et son étude du suicide, le choix de mettre fin à sa vie n'est pas identique selon la religion à laquelle on appartient. La structure du groupe social a une influence sur les choix individuels. Les agents pensent décider, mais en fait, ils sont soumis à un ensemble de déterminations qu'ils ignorent. Bref, tu choisis ce qui a déjà été décidé. Les progrès dans les sciences de l'homme sont en ce sens un véritable problème pour l'idée de liberté. Il se peut que les progrès du savoir scientifique et historique tendent effectivement à montrer qu'une bonne partie de ce qui était jusque-là attribué à des actes de volonté libre ne peut s'expliquer de façon satisfaisante que par l'action d'autres facteurs naturels et impersonnels. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on ne met plus en prison un kleptomane, considérant qu'il n'est pas réellement responsable de son acte, c'est bien plus fort que lui. C'est le fondement du marketing. Le consommateur croit aussi choisir librement, mais en identifiant ses représentations et en jouant avec, on parvient à diriger son acte d'achat. Les produits sont ainsi dans des packagings pastel et rond pour les femmes, noir et carré pour les hommes, colorés et amusants pour les enfants. Allez, petit, viens acheter mon beau produit, allez, viens le rat de laboratoire, viens. Évidemment qu'on te manipule. D'où vient donc cette illusion d'avoir un libre choix? Imaginons une pierre jetée dans l'espace. Je sais pas moi, disons qu'un astronaute est un peu lassé de ramener toujours des cailloux de la Lune. Allô Houston? La brouette, c'est basta. Que la pierre se déplace dans l'espace, c'est un effet d'une cause extérieure. Ce n'est pas elle qui l'a décidé. C'est un mouvement forcé. Mais imaginons que cette pierre qui se déplace dans l'espace devienne consciente. Tu m'entends, Pierre? Je ne suis pas Pierre. Je suis Rocher. Yves Rocher. Cette pierre est consciente de se déplacer et ressent les effets de ce déplacement. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement, et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. La pierre, parce qu'elle a conscience de ce qu'elle fait et de ce qui pourrait être. En fait, moi, ce que j'aurais voulu, en fait, au fond, j'ai toujours voulu être une pyramide, tu vois. Croit posséder des options et par là la possibilité d'être autrement, donc d'avoir le pouvoir de choisir. Mais en réalité, elle ignore les causes qui la déterminent, le geste de l'astronaute, les lois de l'inertie, et sur lesquelles elle n'agit absolument pas. La conscience serait donc synonyme de liberté, mais seulement de façon illusoire, parce que nous n'avons pas une connaissance de notre pouvoir de choisir, mais seulement, pour citer Rousseau, le sentiment de cette puissance. Et là, tu vois, j'ai un peu le sentiment de m'être fait avoir. Quand je choisis, il y a donc toujours derrière une raison que je ne choisis pas. Le choix n'est pas arbitraire, mais déterminé par des conditions que nous ne connaissons pas.
Pour reprendre l'exemple de Spinoza, le type ivre désinhibé par l'alcool dira les vérités que d'habitude il tait. Et si vous lui dites qu'il est ivre et qu'il ne sait pas ce qu'il dit, il vous répondra qu'il sait très très bien ce qu'il est en train de dire, et d'ailleurs qu'il choisit d'avouer ses pensées cachées. C'est comme l'alcoolique qui arrête pas de te répéter « j'arrête quand je veux, j'arrête quand je veux ». C'est quand même marrant que le mec il veuille jamais, quoi, en fait. L'effet d'un tel point de vue, de l'idée que nous sommes déterminés par ce qui précède dans notre vie, est bien évidemment l'irresponsabilité. On ne peut pas me condamner ou me juger pour des actions que je n'ai pas décrétées et dont je suis le simple jouet. Mais Oedipe, c'est horrible! Tu as couché avec ta mère et tu as tué ton père! C'est pas moi, c'est le destin! La question du pouvoir de choisir par soi-même engage donc au fond le problème moral de la responsabilité. Sans libre arbitre, il n'est pas d'imputation possible, plus de coupable, mais d'un autre côté, il est évident qu'il existe une construction du choix qui n'est jamais arbitraire. Et là, je crois qu'on a comme un problème. Peut-être faut-il distinguer dans cette construction de notre personne ce qui est de l'ordre des déterminations et de ce qui est de l'ordre des conditionnements. Parler de détermination, comme le fait Spinoza, c'est considérer qu'il existe des puissances impérieuses auxquelles nous ne pouvons nous opposer. L'homme n'est pas un empire dans un empire. Mais peut-être nos choix sont-ils la simple construction de nos habitudes cristallisées en un caractère, une éthique, des habitudes que nous avons construites par nous-mêmes. C'est par l'exercice des actions particulières qu'ils acquièrent un caractère de même genre qu'elles. Mes goûts, l'expression de mes émotions, mes opinions sont le produit de choix passés que j'ai faits. Aristote croit en la liberté des agents, mais une liberté qui se tient au départ. Alors on t'explique quand t'es jeune qu'il faut manger sainement. Alors c'est pas après des années de malbouffe qu'il faut venir se plaindre auprès des médecins qu'on est malade. Je cite Aristote, c'est au début qu'il était alors possible de ne pas être malade. Mes habitudes ont produit un caractère qui s'exprime malgré moi et que je ne peux pas ne pas être. Il ne faut pas attendre de celui qui a fui toute sa vie de tout à coup faire face. On sait ce qu'il va faire, c'est plus fort que lui. Mais il demeure une responsabilité originelle de nos actions. En menant une existence relâchée, les hommes sont personnellement responsables d'être devenus eux-mêmes relâchés. On devient ce que l'on fait, à chacun de prêter attention à la manière dont il se construit lui-même. Alors tu vois, il y a la bonne habitude et il y a la mauvaise habitude. La mauvaise habitude, en fait, elle te construit ton caractère. Et la bonne habitude, elle te construit ton caractère. On peut donc penser des actions que je ne choisis pas comme pourtant de ma responsabilité en tant que j'ai créé les conditions de possibilité de leur manifestation. Le chauffard ivre n'a pas voulu écraser quelqu'un et il n'était pas maître de ses actions, mais il reste responsable. Car c'est lui qui, sachant qu'il allait rentrer chez lui en voiture, a décidé, quand il était sobre, de boire le verre de trop. La responsabilité se tient généalogiquement bien en amont de l'action et de la décision. Avec mon caractère pourri, je crois que je suis foutu, en fait. Le principe d'un conditionnement, c'est qu'il peut être déconstruit. Les habitudes peuvent se changer, certes difficilement, mais elles peuvent, à travers un travail sur soi, se modifier. Comme pour redresser un bâton, il est nécessaire de le tordre en sens inverse. Redresser un caractère demande plus qu'un simple souhait, mais des efforts contre soi-même. Ah ouais, et c'est quoi toi les résolutions du nouvel an que tu vas bien évidemment pas tenir? Mais de tels efforts demandent bien évidemment une conscience aiguisée de soi-même sans laquelle, déjà, il est impossible de savoir où l'on en est. La connaissance de son propre caractère, des habitudes qui le composent, ainsi que des conditionnements externes, comme fonctionnements sociaux, éducation, mécanismes psychologiques, permettent d'identifier les représentations qui nous pressent vers des choix, étape cruciale pour réorienter ses actions. À moins de postuler des déterminations absolues et impérieuses, l'homme est un agent libre capable de choisir, responsable de ses actes, structuré par le degré de conscience qu'il possède. Moralité, la liberté est toujours
le point de départ.